Bourlingueur, auteur et dessinateur de bandes dessinées, Emmanuel Lepage voyage car c'est un homme curieux des autres. Il aime être proche de ses personnages, au plus près de leur vie intérieure, qu'il fouille avec la sensibilité d'un dessinateur généreux. Nommé peintre de la marine, il est surtout le créateur de plus de 30 ouvrages. Sa notoriété d'artiste repose sur ses grands paysages, sublimes et lyriques, qui caractérisent ses plus grands succès, comme La Lune est blanche ou Armen. Emmanuel nous embarque dans son univers intime, à la rencontre de deux amitiés qui comptent beaucoup pour lui. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de comprendre ce qui le rattache à l'océan. Et pourquoi cet environnement t'est si cher, en fait? Pourquoi t'as besoin de vivre près de la mer? Pourquoi j'ai besoin de vivre près de la mer? En fait, je me sens chez moi, ici. En fait, je crois que j'ai toujours besoin d'avoir la mer pas très loin, même si je la vois pas tous les jours. Ça m'inspire, ça m'apaise. Puis je pense que j'aime aussi la dessiner. Donc ici, c'est un endroit quand même que je vais très souvent dessiner. Tu vois, quand je vais courir ici le matin, c'est vraiment quelque chose qui me permet en fait de rentrer dans une bulle de création. Je cours et les choses se mettent en place. Et après, je vais dessiner. Et comment t'arrives à capter l'émotion de ce que tu regardes pour pouvoir le remettre dans tes dessins? Quand j'allais voir des auteurs de bandes dessinées que j'admirais, en fait, que j'admire toujours, je crois que j'y allais comme ça en me disant « Maître, quel est votre secret ?» Et en fait, je crois que je sais pas, en fait. Et je me suis dit, peut-être qu'ils se nourrissent des rencontres qu'ils font, leur attention au monde, d'essayer de saisir, en fait, la complexité du monde, en fait, que les choses ne sont pas en noir et blanc. Je ne fais pas des bandes dessinées à message, tu vois, où je me dis, bon, voilà, je connais la vérité, je vais vous la donner. Pour moi, dessiner, c'est essayer de traquer la complexité des êtres, leur beauté aussi, tu vois, toutes ces contradictions, ces recherches, ces hésitations. Et c'est une quête, en fait. Je fais de la bande dessinée depuis mes 10 ans, je pense, parce que j'aime ça. C'est un plaisir inouï, je pense dessin, et j'appréhende le monde en bande dessinée. Dès l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé à voyager seul, j'avais avec moi un carnet de croquis. Je dirais que c'est un peu le laboratoire de mon dessin. Non seulement je voyage pour en faire des livres après. Au début, c'était plutôt pour faire de la documentation pour des fictions. Et puis petit à petit, j'ai commencé à raconter mes propres voyages en bande dessinée et à intégrer dedans les croquis que je faisais au cours de ces voyages. C'est souvent dans les voyages que je vais expérimenter d'autres façons d'appréhender le dessin. Je pense en particulier à l'aquarelle. Et c'est petit à petit ce qui va donner la facture, ma façon de dessiner, l'aquarelle, ma marque de fabrique, on va dire. Et elle vient directement du voyage. Ça crée cette forme hybride de livre que je développe depuis quelques années, où j'ai plusieurs techniques, plusieurs univers graphiques dans un même livre. Un homme est à la base de la passion d'Emmanuel. C'est Jean-Claude Fournier, aujourd'hui de 3 km son voisin. Dans les années 80, alors qu'Emmanuel a 13 ans, Jean-Claude Fournier est une star de la BD. C'est le dessinateur de Spirou. Une longue amitié va bientôt voir le jour. Emmanuel nous raconte.
Je vais lui écrire, il va me répondre. Et le 13 juin 1980, à 15h, j'ai rendez-vous avec Jean-Claude Fournier. Je vais sortir de ces quelques heures avec lui, bouleversé, avec une foi inouïe en ma possibilité de faire de la bande dessinée. Là, je vais me mettre à dessiner, mais tout le temps, tout le temps. Jean-Claude va voir que j'en veux, alors il va me proposer de revenir chez lui, il va me commenter mes dessins. Et pendant sans doute pas loin de 3 ans, le mercredi, j'allais travailler en face de lui. Avec Manu, bon, comme il était jeune, il avait l'âge de mes enfants, peu à peu est née entre nous une espèce de relation presque filiale, quoi. Manu, il raconte des histoires avec un souci esthétique que je n'ai pas du tout, moi. Il est beaucoup plus artiste que moi, Manu. Moi, je suis beaucoup plus un raconteur d'histoires, c'est tout. C'est-à-dire, je n'apporte pas, je fais pas d'efforts particuliers pour faire de belles aquarelles, tout ça. C'est pas trop mon truc. Moi, mon truc, c'est d'essayer de raconter l'histoire de la façon la plus efficace possible, que le lecteur comprenne bien du début à la fin ce que je raconte. Voilà. C'est beaucoup plus un travail de conteur pour moi. De conteur, oui. Et alors que lui, c'est un travail de conteur, mais également d'artiste peintre, quoi. Il est tout ce que je ne suis pas. Mais c'est peut-être pour ça que ça fonctionne, justement. Peut-être bien, et il est téméraire, je ne suis pas du tout. Je suis un froussard. Il voulait me faire faire du saut à l'élastique à une époque. Il va de l'avant, et il adore voyager énormément, et dans des conditions souvent difficiles. Moi, c'est pas du tout mon truc. Oui, mais tu montres qu'on peut rester ici, on peut rester chez soi, et on peut aussi voyager dans sa tête. Ah oui, moi je voyage dans ma tête. Quand j'ai commencé, moi, la bande dessinée, c'était vraiment des petites histoires rigolotes pour enfants. Et tout. Bon. Mais moi, je sentais bien que c'était un moyen d'expression très, très, très complet, la bande dessinée. Et on pouvait parler de tout et raconter des histoires même sinistres, même philosophiques. En bande dessinée, je pensais qu'on pouvait tout faire. Mais ça a mis longtemps à venir. Mais maintenant, on y est, quoi. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des bandes dessinées qui parlent absolument... qui vont dans tous les domaines. Tout, politique, économique, c'est des mangas, ouais. tu touches à tous les mondes. Absolument, oui. C'est un moyen de communication extraordinaire parce qu'en plus, il n'est pas coûteux par rapport au cinéma. C'est très proche du cinéma. Hein. Ma démarche, moi, est une démarche très cinématographique. Franquin m'a appris ça, vraiment. Mais c'est quel prochain film que tu es en train d'écrire, là, maintenant? Ah ben là, c'est mes mémoires que je raconte, là. Ah ouais, ça va être la première fois, je crois, dans l'histoire de la BD, qu'il y a un mec qui raconte toute sa vie en bande dessinée. Moi, la mer, je ne dirais pas que ça m'emmerde. Je suis habitué à voir ça tous les jours, depuis 80 ans. C'est humide, c'est gris ou bleu ou vert, ça monte, ça descend. C'est assez monotone, en fait. Par contre, le territoire breton, ça a façonné ta personnalité, quoi. Ah oui, je crois, oui. Ah, oui. Comment tu le décrirais, toi, Emmanuel? Parce qu'il m'a un peu décrit ton personnage en t'envoyant énormément de jolies fleurs. Mais toi, comment tu décrirais cet homme? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, Jean-Claude. Jean-Claude, Jean-Claude, c'est mon maître. Voilà. Voilà. Ni Dieu ni maître. Ouais, mais si, pourtant un petit peu quand même. Voilà. Je pense que le langage de la bande dessinée, c'est toi qui me l'as appris, même si après j'ai suivi des chemins différents. La base, c'est toi. En fait, j'étais pas un professeur. Et Franquin m'avait appris ça lui-même. J'avais dit un jour à Franquin, en tout cas, t'as été un sacré prof. J'ai jamais été un prof. Je dis, ah bon, pourquoi? Je ne suis pas un prof. Ben, je lui ai dit, mais t'es quoi alors? Il dit, je sais pas, mais je ne suis pas un prof. Je lui ai dit, t'es un peu un grand frère alors. Il m'a dit, voilà, excellente définition. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai été pour Emmanuel et pour d'autres aussi. C'est plutôt comme ça que je le vois, quoi. Parce que c'est un échange dans mon atelier. Il n'y a pas de... Lui, il a souvent critiqué mes dessins, quoi. Ce qui me foutait en boule d'ailleurs, parce que... Ce qui me foutait en boule. Petit gamin de 15 ans, il se moquait de mes dessins. Ah non, je ne suis jamais moqué, je t'interrogeais. Je dis, pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi vous faites ça? Parce que je te vous voyais. Ah, tu vous voyais? Ah oui, au début, j'ai mis des années à tutoyer. Continue un peu, c'est bon. Oui, c'est vrai. Bon. Tu sais, c'est un métier qui est quand même super dur, je crois. C'est vraiment dur, tant de dessiner que de publier, que de continuer à vivre là-dedans. Donc je pense que
Il y a une forme de solidarité, même si c'est un métier extrêmement individualiste, qui est solitaire. Il y a quand même cette forme de solidarité qui existe entre nous. Je pense que s'il y a une forme de respect, de bienveillance aussi les uns envers les autres, c'est qu'on sait on sait que c'est dur. Pour ses dessins et ses récits de bande dessinée, Emmanuel s'inspire de décors lointains, mais aussi proches de chez lui. L'abbaye de Beauport à Paimpol est un lieu phare qui l'a poussé à dessiner. C'est rare de pouvoir être dans l'abbaye de Beauport tout seul comme ça. Ce lieu-là me fascine, il est à quelques kilomètres de chez moi, mais j'y reviens très, très régulièrement, puis à chaque fois ça m'étonne, enfin, ça m'émerveille. Oui, il y a une chose qui me fascine toujours, en fait, c'est le vivant et les morts, on va dire. Enfin, en tout cas, la pierre et le végétal. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et c'est ce que j'ai vraiment trouvé ici à Beauport. Je m'en étais inspiré pour une bande dessinée qui s'appelle Névé. Dans mon histoire, c'est pas l'abbaye de Beauport, c'est une abbaye que je situe en Irlande. Mais je m'étais nourri justement de tous ces lieux, de tous ces coins, de toutes ces ambiances pour créer une histoire un petit peu fantastique. Une histoire d'amour dans un lieu fantastique. C'est l'exemple même du fait que tu t'inspires d'un lieu, pour pouvoir après raconter par-dessus et une histoire fantastique. Après, je vais l'interpréter, le sublimer. Tu vois, je pense que dans la bande dessinée, les arcs-boutants, la nef est certainement plus haute que ce qu'elle n'est en réalité. En fait, je vois le réel au filtre de ma sensibilité, de ce que je ressens, et après je tords le dessin en fonction de ça. Tu vois, je vais essayer de faire partager au lecteur ou au spectateur du dessin l'émotion que j'ai eue au moment où j'étais en train de le découvrir ou de le dessiner. Tu vois, les arches qui sont là sont celles-ci. Alors, pour le côté, là, toi, j'ai interprété un petit peu, c'est des arches qui sont un petit peu plus loin, mais tu vois, c'est vraiment de la réinterprétation complète. Là, tu vois, là, c'est l'entrée. Ouais, il y avait la façade de l'église. Ok. J'ai placé l'église sur un Et promontoire tu l'as rendu rocheux. diabolique un peu. Ah oui, tu vois, Ouais. tu vois, c'est des trucs de mise en scène ou de dessin, mais tu vois, tu assombris le sommet de l'église et tout de suite, elle semble beaucoup plus dramatique. Avec une légère vue en contre-plongée, on y est, quoi. Puis nous, on est rentrés là tout à l'heure, et puis là, on est ici, quoi. Forcément, quand on est dans un lieu comme ça, là, on est tout seul. Est-ce que tu as besoin de cette solitude pour créer? Alors autant, tu vois, quand je suis dans le croquis de voyage, là, il y a plein de monde autour et j'essaie d'absorber en fait toute cette énergie qui est autour de moi. Autant que quand je travaille, que je fais de la bande dessinée, j'ai vraiment besoin d'être seul. C'est très paradoxal d'ailleurs parce que je fais des histoires souvent sur des groupes, sur des communautés et j'aime ça en fait. J'aime être avec des gens, les découvrir, les rencontrer. Mais quand je crée, j'ai vraiment besoin d'être seul, d'être dans mon monde, dans ma bulle. Je peux être finalement assez sociable à certains moments, mais je sais que je suis un vieil ours aussi. Je pense que je suis rarement aussi heureux que dans le dessin. Voilà, c'est les émotions que je ressens, ce à quoi ça m'amène, les réflexions, les découvertes que propose le dessin sont infinies. Et jamais je n'aurais imaginé que le dessin pouvait m'amener à ça.
Un jour, il y a une dame qui est venue dans une de mes expositions, qui regardait mes dessins attentivement comme ça, et qui me dit « Ah mais vous dessinez bien, mais alors il y a une chose qui m'épate dans ce que vous faites, c'est que vous débordez pas. » Et quand je vois ça, je me dis... C'est vrai qu'elle avait raison, cette dame, quand même. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir encore des dessinateurs qui dessinent avec leur stylo sur du papier comme ça. Oui, on nous appelle les tradis, les méthodes tradis. C'est l'essentiel des bandes dessinées, enfin une grande partie des bandes dessinées aujourd'hui. Surtout chez les jeunes auteurs, ça se fait à l'ordinateur. Derrière leur ordinateur. Surtout la couleur. La couleur, ça se fait depuis une vingtaine d'années à l'ordinateur. Alors ça, quand même, je te le montre parce que ça, c'est un croquis de voyage. J'ai fait le dessin sur le bateau et couleur, j'ai fait après parce qu'évidemment, dessiner de nuit, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est les îles Kerguelen. Là, tu y es resté combien de temps là-bas? Alors là, j'y suis allé 1 mois. Ce que tu vois ici, c'est que le vent, c'est les îles du vent, et qui est absolument vertigineux, quoi, en fait. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'implantation pérenne à Kerguelen, parce que les conditions climatiques sont telles qu'on ne peut pas s'installer. Et les éléments, j'essaye de les mettre en scène, en fait, d'essayer que l'on sente le froid, le vent, la pluie. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent de travailler. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit un bon dessinateur devrait être capable de rendre l'odeur des manchots. Donc je ne suis pas sûr d'y être arrivé. Mais j'ai essayé de faire des dessins qui pouvaient évoquer l'odeur. Emmanuel a souhaité me faire rencontrer une deuxième personne qu'il admire. C'est Isabelle Autissier. Isabelle est la première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire. Elle est l'auteure de romans, de contes et d'essais. Elle s'est engagée depuis très longtemps dans la défense de notre biodiversité. Pour moi, comme j'imagine beaucoup de gens, Isabelle Autissier est une très grande navigatrice qui a fait le Vendée Globe, qui a dématé à Kerguelen. Donc on a au moins une terre qu'on a en commun. C'est une femme qui prend en main son destin, une femme de caractère, et puis qui, je trouve, a une très grande sensibilité. Mais est-ce que vous pensez que vous résonnez tous les deux par rapport à vos arts qui sont très différents parce que vous êtes aussi tous les deux attirés par l'aventure, le dépassement, le risque, la vulnérabilité? Non mais l'aventure, c'est un mot tellement galvaudé qui veut tellement rien dire. Ouais. Moi par exemple, je déteste le risque. Tout le monde se fout de moi quand je dis ça, mais c'est vrai. Et j'ai passé 4 ans avant de faire un tour du monde à minimiser le risque. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai qu'à sauter en delta du haut de la falaise si je veux m'amuser à être risqué, à vivre un truc. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie de risquer ma peau. J'ai envie d'aller vers des expériences que je ne connais pas et qui vont me pousser en déséquilibre vers l'avant et qui vont me faire avancer. Voilà. Ça m'intéresse. Donc faire un tour du monde en solitaire, quand tu l'as pas fait, c'est un bon déséquilibre vers l'avant, quoi. J'ai bien l'intention de survivre autour du monde. Et toi, quand elle parle de déséquilibre pour avancer, ça te parle ou pas? Tout à fait. Oui. Moi, je pense que j'ai fait des choses parce que je ne me sentais pas capable de les faire. Et je pense que dans la vie, mais beaucoup aussi dans le dessin, dans la création, c'est essayer des choses nouvelles pour voir ce qui se passe, quelles sont les émotions qui se révèlent. Ouais. C'est un danger très relatif. Hein. C'est pas de me jeter de la falaise avec un deltaplane. Voilà. Non, c'est plutôt l'idée de me dire, bon, si j'allais dans cette direction, qu'est-ce qui se passerait? Et comment aujourd'hui l'art peut aider à comprendre mieux le monde qui nous entoure? Moi, je pense que l'art pour moi, c'est ce qui me permet de ne pas désespérer du monde. En fait, je crois que quand je vais dans des musées, que je vois des spectacles, que j'écoute de la musique, je me dis il y a aussi quand même des êtres humains qui font des choses comme ça. Et ça, c'est ça. En fait, je me dis il y a des très belles choses. Et je pense que créer, dessiner, pour moi, c'est essayer de saisir ce que je trouve beau dans un lieu, mais aussi beaucoup chez des gens.
pense que c'est un lieu parfait pour que tu nous racontes, Isabelle, ce qui s'est passé sur les îles Kerguelen. Je participe à une course autour du monde en solitaire et on a une étape à Cape Town en Afrique du Sud et en partant de Cape Town, 2 jours après, je démate. Et donc là, je bricole quelque chose sur mon bateau, je fais un gréement de fortune. Et le seul endroit qui est devant moi, mais quand même à 1000 milles, c'est-à-dire presque 2000 km, c'est les îles Kerguelen, donc petite île française perdue dans l'océan Indien. Et là, je me dis, bon, bah, ça, je peux à peu près les atteindre et je vais mettre 8 jours à y aller. J'arrive de nuit, une nuit très noire, sans lune, on voit rien. Et c'est la première fois de ma vie que je ne vois pas une terre. Il y a toujours une lumière sur une terre. Il y a toujours un lampadaire, une maison, une voiture qui passe, n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose. Et là, il n'y a rien. Et au petit matin, quand il y a les premières lumières du jour qui arrivent, tout d'un coup, je découvre ces rochers complètement torturés, ces vallées pleines de brume et de mystère, évidemment, les oiseaux partout, enfin voilà, un paysage complètement exceptionnel. Ces raies de lumière, la grande caractéristique des hautes latitudes, c'est la lumière comme ça, très rasante, qui fait qu'on a l'impression que les choses surgissent dans la lumière. Donc c'est vraiment un choc, quoi. C'est pas mal comme source d'inspiration, non, Emmanuel? Ah bah moi je vois les images, hein, je vois ce dont tu parles. Déjà, quelque chose qui est extrêmement troublant, c'est d'avoir cette proximité avec des animaux sauvages. Sur base, partout il y en a, on n'est pas perçus comme des prédateurs, donc ils viennent assez facilement à nous, on en voit plein, donc on est déjà extrêmement sensible à ça. L'autre chose, moi, qui va me marquer, c'est les êtres humains qui vivent là-bas. Des gens qui vont passer jusqu'à 15-16 mois sur les îles. Et il faut apprendre à cohabiter tous ensemble au bout du monde. C'est pas simple, hein, c'est des gens qui se connaissent pas au début, qui ne se sont pas choisis. Mais il va falloir apprendre à vivre ensemble. Ce qui va évidemment être sans doute le plus simple, le plus facile pour moi, ça va être de dessiner les paysages, la mer, les oiseaux. C'est pas très compliqué. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est raconter la vie là-bas, faire récit et de témoigner de ce qu'ils me disent et pourquoi ils me touchent autant. Et qu'est-ce qui a changé, toi, après tes expéditions là-bas, Isabelle? Je pense que t'es pas pareil en revenant. Oui, bien sûr, on n'est pas pareil parce qu'il y a à la fois la beauté et la fragilité du monde et de l'être humain. Tu sens qu'à terre, on s'est un peu construit contre. On s'est fait des maisons qui sont très pratiques, hein, mais on s'est isolé, on s'est mis ensemble dans des villes qu'on a isolées, voilà, donc on a tout fait pour se détacher de cette planète sur laquelle on vit. Demande à un enfant, il connaît mieux les marques de chaussures que les marques d'arbres, hein, on est d'accord. Or, les arbres, c'est quand même ce qui lui fournit son oxygène, ce qui absorbe son carbone, ce qui éventuellement va en partie le nourrir, etc. Donc, c'est essentiel. On est dans cette déconnexion et je pense que d'aller dans ces endroits-là, ça permet de se dire il y a une nouvelle harmonie à trouver entre les communautés humaines et puis le reste du monde. Alors on appartient à ce reste du monde. C'est pas le monde d'un côté et les humains de l'autre. On peut dire que l'imagination, ça peut être l'une des solutions, en fait, pour commencer au début. D'imaginer quelque chose de différent. On imagine les gens des gens de l'imagination, les artistes comme une sorte de doux rêveurs qui n'ont pas de prise sur le monde. Je veux dire, c'est vraiment ne rien comprendre à ce que c'est. Au contraire, ça peut être des visionnaires. Voilà, qui peuvent proposer quelque chose pour l'avenir. Moi, quand j'entends certaines personnes, certains politiques, certaines personnes qui sont dans le déni, je me dis, ils n'ont pas d'imagination, ils sont incapables de se projeter et de proposer quelque chose de différent. Alors heureusement, il y en a qui le font, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui font, il y a des gens qui proposent d'autres façons d'être sur Terre. Voilà, on est tous des terrestres et il va falloir faire quelque chose.